Bonjour à tous. Très heureux de vous revoir sur cette chaîne. Nous allons aujourd'hui parler des films qui vont traiter du rêve, ou un peu plus globalement de l'onirisme au cinéma. Qu'est-ce que c'est l'onirisme et le rêve au cinéma? C'est tout simplement évidemment des visions qui vont être basées dans le surréalisme, dans la symbolique, et qui vont se permettre de distendre l'unité de temps, l'unité de lieu, le fil narratif, pour partir tout simplement dans des extrapolations qui ont surtout des visées symboliques, à la fois dans ce qui tourmente les héros, ou ce qui les attire, et ce qui fait finalement leur fantasme. Il y a toute une dimension aussi qui est de l'ordre du fantasme qu'on va avoir dans les différents films que j'ai choisis. J'ai choisi de répartir ces films un peu en 4 catégories. Nous allons commencer par les films qui vont avoir plutôt tendance à être du côté de l'enfance, puis nous partirons dans un monde où les figures enfantines et le monde enfantin est détourné d'une certaine façon un peu pervertie, en tombant dans des sujets qui sont plus angoissants et qui parlent plus des angoisses infantiles. Puis nous partirons sur le domaine du cauchemar, plus tourné vers un monde d'adultes, et nous terminerons avec les rêves tels que les adultes peuvent les concevoir ou les voir, avec des thématiques qui ne sont pas pour les enfants, mais qui font allusion au merveilleux, et nous verrons tout ce que ce type d'univers très riche permet de développer sur pellicule. Il y a tout un tas de sagas qu'on peut déjà citer, des choses assez connues comme l'Histoire sans fin par exemple, ou même les Harry Potter, les 2 premiers en tout cas, qui allaient vraiment dans un registre très merveilleux, onirique, un univers très riche. Ces sagas sont assez connues, je ne vais pas particulièrement revenir dessus parce que voilà, on les connaît bien. L'Histoire sans fin est un film qui est bizarrement pessimiste pour un film destiné aux enfants, mais qui développe un univers kitsch vraiment très riche, avec beaucoup de créatures, plusieurs personnages, le fameux Atreyu qui maintenant est devenu culte sur les mèmes d'internet. Cette saga consiste surtout dans le premier film, qui est celui qui est de meilleure qualité. Les 2 autres sont de qualité un peu moindre. La suite se passe toujours à Fantasia, mais si elle propose un univers qui est riche, il y a un très très gros problème de direction des enfants dans ce film-là. Les enfants sont juste abominables et insupportables. Et je ne parle pas du 3e épisode qui lui se fourvoie dans une intrigue sans aucun intérêt et qui d'ailleurs ne se passe même plus à Fantasia, mais des créatures de Fantasia viennent dans le monde réel. Et c'est gênant, c'est extrêmement gênant. Ouais, évitez le 3e. Le 2e, c'est déjà pas terrible, mais le 3e, c'est le pire. Sur la saga des Harry Potter, je n'ai pas grand chose à dire, c'est une saga qui est de très bonne qualité. Les 2 premiers films sont vraiment merveilleux et ont été ceux qui, je pense, ont le plus marqué les spectateurs. Le 4e avait fait des efforts pour revenir dans cette direction, mais en fait, depuis le 3e et après, ça a été consommé avec le 5, 6, 7, 8. Ils ont voulu partir dans un côté plus dark fantasy, un peu avec des ados qui grandissent, qui commencent à avoir peur, qui commencent à mûrir, etc. Et du coup, le résultat est différent. Plus joli peut-être, plus présentable question esthétique, mais notamment avec ces esthétiques sombres qui sont intéressantes, mais qui nous éloignent de l'aspect rêve et merveilleux qui imprégnait le début de la saga et qui imprégnait beaucoup les livres originellement. Donc, de bonnes sagas, mais que tout le monde a déjà découvert. Je vais parler aussi de Hook, qui maintenant a connu un regain de popularité.
qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau du rêve? C'est un film qui confronte le rêve d'enfant à celui finalement de l'adulte, adulte qui a perdu sa capacité à rêver et à s'émerveiller et qui peu à peu va la redécouvrir. En fait, ce n'est pas qu'il a perdu sa capacité, c'est que cette capacité a évolué, mais que à force de se plonger dans le quotidien, l'adulte oublie de s'émerveiller et a oublié pourquoi est-ce qu'il s'émerveillait. Et donc peu à peu, au fur et à mesure que le film progresse et avance, où Peter Pan, qui est interprété par Robin Williams, doit finalement essayer de se réinventer et de se retrouver une motivation, quelque chose qui va lui permettre d'affronter le Capitaine Crochet, son adversaire, on se retrouve dans cette thématique du retrouver la motivation et ce qui fait l'émerveillement. Et s'il est incapable de retrouver ce qui l'animait étant enfant, il réussit à retrouver ce qui l'anime en tant qu'adulte. Et de ce point de vue-là, le film retourne aux sources dans cette capacité à s'émerveiller des choses qui sont à la fois simples et qui en même temps sont pleines de sens et donnent un sens à sa vie. Et tout cela se fait dans un cadre qui est proche du rêve, qui émerveille, qui donne nombre de détails qui sont là pour émerveiller les enfants, puisqu'on est dans le pays imaginaire. Et dans le pays imaginaire, on a un adulte qui peu à peu revient sur soi et retrouve sa capacité à s'émerveiller. Tout ça au milieu des thématiques dont j'avais déjà parlé dans mes autres vidéos, à savoir la paternité, les deux figures paternelles, etc. Donc, film excellent et encore une nouvelle raison de le découvrir. Je parlais aussi du film Chasseur de dragons. C'est un film d'animation français qui est sorti là dans les années 2000 et qui a eu pas particulièrement de succès, mais qui a pour lui d'offrir un univers vraiment très riche. C'est un univers où le monde s'est cassé suite à une catastrophe. Il y a des tas en fait le monde est un petit peu comme une nébuleuse de bouts de terrain, de bouts de roche, où en fait les royaumes se sont éclatés, une partie de la surface de la Terre flotte. Ça donne des décors qui sont très flottants, très oniriques justement, qui sont proches du rêve. Et la richesse de l'univers est vraiment très grande. Et au fur et à mesure qu'on suit le parcours de nos protagonistes, qui voient des signes qui induisent une catastrophe, qui annoncent une catastrophe au fur et à mesure qu'ils avancent, on a des réflexions qui sont propres au personnage, mais le côté onirique vient vraiment de cette profusion de décors, de cette profusion de détails. Et si le film est aussi riche en créatures mignonnes et dangereuses, c'est vraiment un film qui est une invitation au voyage et un voyage surréaliste dans ce cas-là. Donc, pour un film pour enfants, un excellent numéro, clairement à redécouvrir. Max et les Maxi-Monstres est un film de Spike Jonze, le réalisateur de Her, qui n'a pas particulièrement fait parler de lui et qui pourtant propose une histoire un petit peu dramatique avec un enfant qui est en rébellion contre sa mère, qui est séparé et qui essaye de se remettre avec quelqu'un, et donc du coup sa non-acceptation l'entraîne à fuir sa mère et à prendre un bateau, à partir, et il arrive sur l'île des Maxi-Monstres, qui est une espèce d'îlot désertique où il va rencontrer ces espèces de créatures pataudes qui sont des espèces de gros nounours, et il va essayer de se faire passer pour un monstre et d'interagir avec eux. Et donc c'est un film où on a une espèce de régression de l'enfant vers son côté tout simplement très enfantin, très pulsionnel, où il fait ce qu'il a envie de faire, où il veut passer son temps à jouer, puis à manger, puis à faire quelques trucs par-ci par-là et à avoir quelques émotions. Et évidemment, ces confrontations
cet aspect retour vers les pulsions va entraîner une espèce de questionnement chez cet enfant qui va essayer de travailler sur lui et pour revoir un petit peu sa relation avec sa famille, sa relation avec ses proches, etc. C'est un film qui propose une vision étrange de la réalité où en fait l'endroit où vivent les maxi-monstres, c'est un espèce de désert et où tout est sec. Et c'est une certaine vision de l'onirisme qu'on va voir dans d'autres films aussi que je vais présenter. Une vision très sèche où les couleurs sont chaudes et où on a un décor qui, bien qu'il soit en partie naturel, ne fait faux, fait surréaliste. L'artificialité du décor transforme le film en espace mental où évoluent les personnages et où on va suivre leur évolution. Ce film est un film pour enfants qui est un peu étrange. Conseille de le voir. Il a un rythme particulier et un ton particulier, mais il a vraiment un côté un petit peu kitsch que d'autres films développent maintenant aujourd'hui. Il y a le film David Made a Maze, ou ce genre de choses où on filme des acteurs dans un labyrinthe en carton avec des créatures en carton et des espèces de petits effets spéciaux, du gore qui est mignon, du gore joli avec des bouts de papier, des machins comme ça, une esthétique très kitsch. Il y a des films aujourd'hui qui développent ce type d'univers kitsch qui fait un petit peu Michel Gondry, qui rappelle un petit peu ça. Et ce film est un film pour enfants qui utilise ce genre d'univers et qui le fait plutôt bien. Donc, clairement à découvrir. Coraline est un film qui a été réalisé par Henri Selick, qui est le même réalisateur que L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un réalisateur qui fait souvent appel à des univers qui parlent aux enfants et qui s'amusent à jouer avec et à développer un concept. Celui de Coraline est intéressant puisqu'en fait c'est une sorte de cauchemar d'enfant, un film d'horreur pour enfants où on a une jeune fille qui s'ennuie dans l'univers en fait dans lequel elle est, dans la réalité dans laquelle elle est, puisque ses parents viennent de déménager, elle ne connaît personne quand elle arrive sur place. L'univers de la réalité est très gris, il pleut souvent. Ses parents ne sont pas des adultes qui sont idéaux. Sa mère est assez directrice. Son père est un petit peu une larve qui se laisse dominer par sa femme et qui en même temps n'a pas particulièrement de charisme et de présence physique, donc il n'existe plus. Et comme sa mère est autoritaire, forcément elle est partagée, quoi. Et au fur et à mesure qu'elle explore la maison dans laquelle ils se sont installés, elle découvre une petite porte qui, pendant qu'elle dort, lui donne accès à un monde merveilleux où ses parents sont mieux, où l'univers est entièrement coloré. Du coup, elle arrive dans un univers où elle a vraiment l'impression de vivre et de profiter de sa jeunesse. Sauf qu'on va évidemment voir au fur et à mesure que le film avance que les parents de cette version-là sont là pour la faire rester dans le rêve, et ces fantasmes se pervertissent petit à petit et tous les personnages qui étaient idéalisés dans le rêve deviennent des caricatures d'eux-mêmes, qui deviennent des antagonistes, qui deviennent des monstres. À commencer par sa mère qui devient littéralement une araignée géante. C'est donc un film d'horreur étrange qui a des visions qui sont potentiellement intéressantes. Je pense pas traumatisante à ce point au niveau des enfants, même si la mère en araignée géante à la fin est quand même une vision qui procure quelque chose. C'est clairement un film qui a une lecture qui est symbolique, qui plaira aux enfants parce que il propose des enfants qui ont des problèmes et qui vont essayer de les résoudre. Et je pense que ça parle aux enfants, tout comme les adultes préfèrent les personnages qui ont des problèmes préfèrent les personnages qui ont des problèmes ou qui sont méchants ou qui ont des caractères inhabituels qu'il va falloir résoudre. Et
Les adultes peuvent apprécier le film en cherchant le discours symbolique qu'il y a dans la mise en scène, dans les messages tout simplement sur l'éducation, sur la façon tout simplement de vivre en famille, de se tolérer et de s'accepter ensemble. C'est un film qui est riche, qui est puissant et qui mérite très clairement d'être découvert. Dans les voyages fantastiques enfantins, il y a aussi bien sûr le voyage de Chihiro et le château ambulant. Deux productions Ghibli, donc de Miyazaki, qui tous les deux ont développé différentes visions d'un univers merveilleux. Dans le premier, via une enfant qui, une fois qu'elle passe à un espèce de portique, voit la réalité s'altérer, ses parents devenir des espèces de gros porcs, des monstres, et arriver dans un monde où il y a toutes sortes de créatures et un univers dans lequel elle doit apprendre à vivre et à trouver sa place. Et dans le château ambulant, on a une jeune héroïne dont la jeunesse est volée par magie, par malice, dirons-nous, et cette violence qui lui est faite l'amène à fuir et à tomber sur le château ambulant qui va devenir en quelque sorte sa nouvelle maison, avec plusieurs petits personnages qu'elle va se mettre à croiser et un magicien qui va peu à peu remplir son quotidien. Ce sont deux univers qui sont tous les deux intéressants, car s'ils posent très vite un langage qui va être onirique, il y a des règles à apprendre dans ces deux univers. Ces deux univers qui ont tous un côté qui pourra être sérieux malgré le dépaysement total qui est occasionné. C'est ce qui fait la profondeur et l'intérêt des productions Ghibli, c'est que si l'approche reste proche de l'animé, donc pour enfants, les univers qui sont développés ont un côté adulte, mature, qui est basé sur l'équilibre, la nature, la guerre, des thématiques qui sont fortes et qui ont de quoi parler du monde actuel. Il y a une digestion de ces thématiques qui est ressortie dans chacun de ces univers d'une façon ou d'une autre. Et cela crée des toiles de fond qui sont propices à apprécier l'émerveillement des personnages et à partager leurs émotions. C'est une très bonne recette des studios Ghibli qui d'ailleurs ont plutôt bien surfé sur la vague jusqu'au dernier film de Miyazaki, Le vent se lève. Ces deux films développent vraiment des univers qui sont tous les deux qui sont très riches et très colorés, et ne serait-ce que pour l'esthétique et pour ces thématiques qui sont assez symptomatiques du cinéma d'animation japonais. Ce sont les deux principaux Miyazaki et films d'animation japonais qu'on pourrait recommander pour ce qui est de l'exploration de rêves enfantins. Je vais enfin terminer la partie des enfants avec la saga du magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, c'est une saga donc qui maintenant est culte dans l'histoire du cinéma et qui mérite très clairement sa place. C'est une saga qui est très riche en termes d'univers et qui a gardé sa qualité, ne serait-ce que ses qualités visuelles pour le film des années 50, qui est fantastique d'un point de vue de la couleur. On sent qu'ils avaient mis les moyens à l'époque pour obtenir un résultat qui brille de 1000 facettes, comme les chaussures en rubis de l'héroïne. On a un univers qui est riche et une découverte peu à peu qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Avant Alice au pays des merveilles, on a un début de merveilleux et de merveilleux avec les enfants qui a de quoi procurer un dépaysement total. Pour ma part, je préfère la suite de Oz, qui est un film Disney également. Oz, un monde merveilleux,
qui est titré initialement Return to Oz. Ce film est un film d'horreur pour enfants lui aussi. C'est un film que j'ai trouvé vraiment incroyable. On a la gamine retournée dans la réalité qui semble développer des complications depuis en fait qu'elle a été assommée dans la tornade, et elle est emmenée dans un asile psychiatrique, et en asile psychiatrique ils décident de la garder et de lui faire suivre une thérapie d'électrochoc. Et sa famille l'abandonne dans ce lieu, et dès qu'il commence la thérapie, il se passe des événements bizarres et elle retourne dans le pays d'Oz, ce qui implique déjà qu'on est potentiellement, si on reste dans un monde de réalité, que le choc qu'elle subit l'a fait régresser dans ses rêves. Et au fur et à mesure qu'elle explore ses rêves, le pays d'Oz se détruit et se pervertit complètement au fur et à mesure. Il y a dans ce film des figures de personnages qui sont vraiment incroyables en termes d'horreur pour enfants. Une reine qui n'a pas de tête, il y a son corps qui bouge constamment. Il y a son corps qui bouge constamment sans tête, et elle change de tête régulièrement selon ses humeurs. Et donc on a une galerie de têtes coupées qui sont sur des murs, dans des étagères, et un corps qui est capable de se déplacer tout seul. Elle dort sans tête par exemple. Et on a fatalement un moment horrible. Clairement, c'est un film d'horreur pour enfants qui mérite d'être découvert. C'est vraiment un film qui propose quelque chose d'inhabituel pour Disney. C'est pas un film qui est du tout dans la naïveté qu'on peut croire avec les classiques de Disney. Mais je ne pense pas que les classiques de Disney soient naïfs. Je pense qu'au contraire, ils sont dans un style qui est très classique, mais ils ne sont en aucun cas naïfs. La saga des Oz et surtout le dernier sont des films à découvrir. Et clairement, il faut y jeter un œil. Ce détournement de l'univers enfantin avec Oz me permet donc de faire la transition avec les univers pervertis. On va parler évidemment d'Alice au Pays des Merveilles, on va commencer par là. Alice au Pays des Merveilles, déjà en livre, proposait des visions qui étaient cauchemardesques, avec par exemple la séquence, je pense par exemple à la séquence des ballerines pas lourdes et qui finissent par tout simplement se faire manger par le phoque, qui induisent une certaine forme de cruauté gratuite et en même temps de réalité du monde qui a de quoi terrifier les enfants. L'aspect réalité du monde, la réalité dure qui détruit un petit peu les illusions enfantines. C'est quelque chose qui, je pense, est très présent dans les écrits de Lewis Carroll, même si il y a tout simplement ce côté surréaliste et en fait d'abondance de symbolique qui partent dans différentes directions de l'univers enfantin, les cartes, les petits animaux, ce genre de choses, les choses qui sont mignonnes et qui peu à peu ont un aspect glauque, mais les artistes se sont beaucoup amusé, surtout récemment, à pervertir ou à glauquiser tout simplement l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. On a déjà l'adaptation en dessin animé, qui est une adaptation qui est un peu aseptisée du livre. Ils ont enlevé justement certains passages et ils ont enlevé un petit peu ça. Ils ont pas enlevé. Ils ont atténué un peu certains passages, le glauque de certains passages, notamment par exemple en rajoutant de l'humour et en essayant d'être un peu plus léger sur la mise en scène. Moi, je trouve que ce n'est pas particulièrement un Disney recommandable. Moi, je trouve pas que ce soit dans les meilleurs Disney, même si certains auront vécu des traumatismes avec ce film, et donc forcément, c'est un film qui peut se révéler marquant à plusieurs niveaux. Moi, je ne le trouve pas avec le recul, pas particulièrement. Je me parlerai peut-être davantage des nouvelles adaptations d'Alice au Pays des Merveilles, à savoir celle de Tim Burton. Celle de Tim Burton, puis celle d'un autre réalisateur après, qui a repris à son compte l'esthétique de Tim Burton. Donc Alice au Pays des Merveilles, puis Alice de l'autre côté du miroir. Ce sont deux adaptations qui ont une certaine idée du gothique à l'américaine, du kitsch un peu à l'américain,
Et c'est ce type d'esthétique très très kitsch, très ronde, très chargée, qui fait, je trouve, la richesse de ces deux projets. Ce ne sont pas des films qui sont scénaristiquement intéressants et qui proposent des personnages intéressants. C'est pour ça aussi, je pense, que la plupart des gens, émotionnellement, ça leur a pas fait grand-chose. Alors du coup, ils étaient ils s'ennuyaient gentiment devant cette démonstration technique. Pour ma part, ce sont deux films que je trouve sympathiques, que j'ai réévalués. Je n'ai pas aimé l'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, quand je l'ai découvert à l'époque. Aujourd'hui, je le trouve sympathique. Il est remonté un petit peu dans mon estime, même si en termes de personnages et de rebondissements, je ne suis pas très intéressé par ce qu'il a à proposer, mais son univers visuel me plaît beaucoup et je préfère encore davantage l'univers d'Alice de l'autre côté du miroir. C'est un film qui là aussi présente des personnages qui ne sont absolument pas intéressants, mais un univers visuel que je trouve d'une richesse fantastique. C'est extrêmement beau et pour un film pour enfants, même si ça n'a absolument aucun intérêt de mon point de vue, c'est un film qui cultive le goût de l'esthétique. Vraiment, c'est un film qui esthétiquement est irréprochable. C'est une démonstration technique de tous les instants qui est délectable. C'est tout à fait le genre de film que je mets en fond sur ma télé quand j'invite des gens et qu'on a besoin d'un petit fond d'ambiance ou ce genre de choses. C'est fantastique, c'est beau, on en redemande et c'est un film qui est très généreux avec son public. Donc clairement, un truc à découvrir. Il y a aussi une autre adaptation d'Alice au Pays des Merveilles dont on parle peu, c'est l'Alice de Svank Majeur. C'est une espèce d'univers de glauquisation d'Alice au Pays des Merveilles avant l'heure, où le parti pris de ce réalisateur, qui est un réalisateur de stop motion, qui fait de l'animation avec des objets, des marionnettes, ce genre de choses, il a pris le parti d'adapter Alice au Pays des Merveilles, donc en faisant uniquement des effets spéciaux en stop motion, et donc de prendre des objets un petit peu du quotidien pour incarner l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Le lapin blanc, par exemple, c'est un lapin qui est empaillé, qui en fait sort de sa boîte en verre, met ses affaires, sort constamment la montre de son ventre d'où s'échappe de la sciure de bois, et c'est clairement un lapin empaillé. Et c'est bizarre quand on voit ça, c'est un peu glauque. Et toutes les petites créatures qu'on va voir sont des espèces de détournements du quotidien, des objets détournés du quotidien. On a par exemple cette pièce où il y a des chaussettes qui sortent de trous du sol et qui n'arrêtent pas de bouger, tels d'énormes vers. On a toute une petite cohorte d'animaux qui va venir scruter Alice. La Reine Rouge et ses valets sont vraiment des cartes à jouer qui sont animées et qui poursuivent Alice, mais vraiment en tant que cartes à jouer. Et il y a de très très beaux visuels et de très très belles animations faites avec ces cartes. On est dans un univers qui est très glauque et qui est en même temps extrêmement réaliste. On a beaucoup de choses qui font partie de l'univers des enfants, mais de l'univers réel des enfants qui sont ici, juste qui prennent vie, mais en restant les objets qu'ils étaient. Et on a des espèces de visions étranges, comme par exemple à un moment où Alice voit tous les rayons, descend dans le terrier du lapin, voit tous les rayons, et qu'elle voit par exemple des pots de confiture. Elle en prend un pour essayer de le goûter, et quand elle essaye de le goûter, elle voit de la confiture et dedans des clous et des punaises. Il y a des idées comme ça qui sont étranges, où on a l'univers de l'enfant, les désirs un petit peu de l'enfant, et en même temps un côté à double tranchant, une réalité blessante, ambiguë. Et donc c'est une adaptation qui est vraiment étrange, qui a eu une ambiance particulière, très peu de musique, mais qui propose quelque chose qui est absolument inédit, dans une esthétique qui n'appartient qu'à Svank Majeur. Donc clairement,
une curiosité à découvrir qui mérite clairement le déplacement. Évidemment, je vais parler aussi des jeux Alice au Pays des Merveilles, en commençant par American McGee Alice et sa suite beaucoup plus connue, Alice Madness Returns. Ces deux jeux reprennent dans les grandes lignes le scénario et les personnages d'Alice au Pays des Merveilles, mais ils s'amusent à jouer avec, à pervertir un petit peu l'univers, en fait à lui donner des résonances qui sont beaucoup plus glauques, puisqu'on est dans la tête d'une adolescente perturbée, après la mort de toute sa famille. Et de ce point de vue-là, les deux jeux ont une dynamique différente. Du point de vue du scénario, le premier jeu, American McGee Alice, est probablement celui qui a le mieux réussi. C'est un jeu où on avait déjà la surprise de la découverte et où en fait on découvre que Alice a vécu des événements traumatiques, elle est dans un asile et on suit un de ses rêves qui va du coup nous permettre d'affronter finalement ces démons, la Reine Rouge. La Reine Rouge de la fin, c'est pas une Reine Rouge qui signifie rien, c'est sa culpabilité vis-à-vis d'être vivante par rapport alors que toute sa famille est morte et sa solitude. On a toutes ces frustrations et tous ces chocs, tous ces traumatismes à affronter, qui prennent la forme des différents ennemis dans American McGee Alice, et le final est finalement cohérent vis-à-vis du parcours qu'on a vécu, qui était un parcours dans le rêve, où on a passé notre temps un peu à souffrir et à affronter constamment les ennemis qui étaient dans notre imaginaire. Concernant le jeu Alice Madness Returns, au niveau du scénario, c'est complètement décousu, et ça se voit d'ailleurs dans les dialogues qui n'ont absolument aucun sens du début à la fin du jeu. On est toujours dans une espèce de dialogue où les personnages disent des trucs et où ils n'ont pas l'air d'écouter les réponses des autres et où ils balancent des trucs comme ça, random, au hasard. Je pense que c'est dû à de gros problèmes durant le développement du jeu. Le jeu avait une date de sortie et ils n'ont pas réussi à le finir à temps, et on sent clairement qu'il y a des aspects de ce jeu qui sont bâclés. Je pense donc au scénario, je pense au scénario, je pense au dialogue, je pense aussi aux derniers actes du jeu. Il y a tout un niveau, le niveau du train, où c'est nul, quoi. Il y a absolument rien d'intéressant dans ce niveau. Le boss final est assez naze, et le dénouement de l'histoire se fait en une cinématique sans qu'il y ait d'évolution vraiment, ou même de surprise. Il y a un très gros souci au niveau de l'histoire de ce jeu. En revanche, pour ce qui est des différentes ambiances, et c'est là-dessus que le jeu se vendait, le jeu est un régal. Il y a des raffinements d'ambiance dans les différents niveaux qui sont vraiment très sympathiques, très agréables, que ce soit dans la forêt du début, que ce soit dans les grands fonds, que ce soit dans l'espèce d'univers japonais, asiatique, dans le château de la Reine Rouge qui va très loin dans l'aspect cauchemar incarné. Il y avait vraiment plusieurs niveaux qui méritent le détour. Et pour ça, le jeu mérite clairement aussi d'être découvert. Dans ce genre d'univers d'enfants détournés et qui devient peu à peu glauque, il y a aussi le film Paper Whose. Paper Whose est un film qui développe une vision intéressante des enfants, puisque dès le début, la protagoniste, qui est donc une gamine, est une protagoniste qui ment, qui est finalement une enfant qui refuse finalement de prendre des responsabilités, qui refuse d'être responsable et qui fait un petit peu tout pour arriver à ses fins. Et cet enfant, donc on se met à suivre alors qu'elle est renvoyée chez elle, soi-disant parce qu'elle est malade, alors qu'en fait elle a complètement simulé la situation. On va suivre un petit peu son quotidien et ses rêves,
dans lesquelles elle imagine finalement un lieu où peu à peu elle imagine des choses, mais elle les imagine de façon imparfaite et une fois qu'elle les a imaginées, elle n'arrive plus à les changer. Et donc c'est une enfant qui peu à peu, au fur et à mesure qu'elle développe son univers, se retrouve dans un univers de plus en plus glauque et qui va de plus en plus l'opprimer. Elle est le propre instrument finalement de ses angoisses et de ses traumatismes. Et plus on va avancer dans le film, plus on va partir vers un langage cauchemardesque avec des séquences vers la fin qui peuvent quand même apporter un petit lot de violence. C'est pas violent dans le sens ça va pas être sanglant, ça va pas être très démonstratif, mais on a des situations qui sont potentiellement angoissantes et qui en révèlent un peu sur la psychologie du personnage et sur les maux qui l'accablent. Et donc cet univers donne clairement à voir quelque chose d'inhabituel. C'est le genre d'univers un petit peu minimaliste qu'on peut voir dans le style du rêve, proche un petit peu de Max et les Maxi-Monstres, même si Max et les Maxi-Monstres est moins glauque, un peu plus détaillé et moins glauque. Celui-là a des décors qui sont plutôt épurés. On voit que des règles s'appliquent au fur et à mesure du film et découvrir cet univers est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, clairement un film là aussi à voir. Et je vais terminer cette petite partie sur une autre série de jeux vidéo, les Little Nightmares. Little Nightmares, c'est une saga de jeux vidéo où on incarne dans le premier un petit gamin qui porte un pardessus jaune et dans le deuxième un enfant qui lui porte un carton sur la tête. Tous les personnages sont masqués dans ces jeux et on a en fait un univers qui est très onirique à la base mais qui est très onirique glauque. À savoir qu'on a des lieux qui peuvent évoquer des choses au niveau des enfants, moins dans le premier. Dans le premier, on a un bateau, on est dans les cales d'un bateau et on va remonter peu à peu dans les étages et découvrir les humains, enfin les espèces de parodies de monstres, d'ogres qui existent là-haut et qui sont des parodies d'êtres humains. On a des angoisses justement, c'est le fait d'être mangé dans tout le premier jeu et pire dans le deuxième encore. Et ces détournements de personnages et d'êtres humains qui ont des bras énormes ou des têtes disproportionnées font écho un petit peu à des univers enfantins, mais détournés d'une certaine façon qui les rendent vraiment angoissants. Et avec ces jeux qui ne sont pas pour enfants, les adultes retrouvent un peu leur univers d'enfance vu sous un angle angoissant qui va rappeler en fait certaines choses et potentiellement qui peut rappeler certaines angoisses qu'on pouvait avoir. Je pense particulièrement au deuxième et à la partie qui peut se passer à l'école. Moi, ma partie préférée, c'est celle de l'hôpital, mais la partie à l'école propose une institutrice qui a la tête qui peut aller d'un bout à l'autre de la classe et c'est traumatisant, c'est potentiellement traumatisant cette créature. Ces univers d'enfance méritent clairement d'être redécouverts avec ces jeux. Il faut aimer après avoir une petite esthétique glauque qui est finalement la marque de fabrique de ces jeux, qui propose vraiment visuellement quelque chose d'intéressant. Et si vous êtes tenté par un jeu qui va être un petit peu angoissant et qui en même temps propose quelque chose d'inhabituel, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Nous passons maintenant à la phase des cauchemars. Il y a clairement des films
dont je ne vais pas parler, comme les Freddy par exemple. Les Freddy, c'est une saga qui est très connue, qui à la base, surtout dans le premier film, prend pour base le cauchemar. Et un cauchemar, vous serez forcément obligé de dormir tôt ou tard, et donc le cauchemar va pouvoir vous rattraper. C'était ça le mécanisme de peur du premier, et comme c'était traité sérieusement, ça allait. Plus la saga avançait, plus les films sont partis vers quelque chose de surréaliste et finalement un espèce de baroque avec du surréalisme et des visions qui mettaient en avant les effets spéciaux et la démesure de la mise en scène. Cette démesure est devenue un petit peu une marque de fabrique, mais évidemment il y a eu les opus qui ont un petit peu ridiculisé le concept. Je pense surtout au 6e. C'est une saga qui n'est pas particulièrement, je pense, intéressante pour sa thématique du rêve, mais qui est intéressante pour les visions qu'il propose, et surtout pour évidemment le personnage de Freddy, qui est un boogeyman inhabituel, qui a un petit côté troll farceur, malgré son aspect, malgré sa nature qui est initialement vraiment purement maléfique, puisqu'on avait un tueur d'enfants. Finalement, même si elle s'est fait connaître pour le sérieux du premier film, est devenue plus une espèce d'icône de la pop culture que le boogeyman impitoyable et pas sympathique que la saga essayait d'initier au départ. On peut parler aussi d'Eraserhead, film de David Lynch, qui est probablement son film le plus étrange, en tout cas avec Mulholland Drive et Inland Empire, l'un des plus déconstruits en termes de logique. Il y a une succession d'actions, il y a une cohérence d'une certaine façon, mais on est clairement dans un autre univers. Et le fait est qu'on suit un personnage qui déjà a une disproportion physique qui le rend inhabituel, qui le rend déjà surréaliste, et le monde dans lequel il évolue finit par être complètement surréaliste et vire dans un glauque absolu. On a de profondes angoisses qui sont abordées, je pense, dans ce film, notamment rien qu'à voir la représentation du bébé, une angoisse profonde, que ce soit de la paternité, soit tout simplement de ce petit être qui se met à diriger votre vie. Il y a quelque chose de viscéral dans ce film qui le rend profondément malaisant. C'est un malaise qui peut se digérer, mais c'est un film qui procure une expérience du glauque qui va vraiment loin. C'est pas forcément un de ceux que je préfère chez Lynch, mais c'est clairement un de ceux qui procure, je pense, la sensation la plus évidente. Je ne pense pas qu'on reste indifférent par rapport à Eraserhead. L'univers, quand il n'est pas expliqué, qu'il est mis en scène platement, avec cette espèce d'épouse absurde qui passe son temps à rire, ce bébé qui passe son temps à hurler, c'est un univers qui pose des angoisses par rapport à la réalité, qui sont réelles et qui reflètent vraiment un cauchemar d'adulte. Donc clairement, là aussi, une expérience à vivre, mais pas forcément une expérience qui va plaire à tout le monde. Je vais aussi parler du film The Cell. The Cell, c'est un film qui est assez peu connu de Tarsem. Et Tarsem qui est davantage connu pour le Mal-aimé, Les Immortels, et pour d'autres de ses films qui sont assez kitsch. Il tourne moins maintenant parce que ses derniers films n'ont pas été des succès commerciaux. Et The Cell, c'est son tout premier film, et on a vraiment un concept génial à l'intérieur, à savoir, on a développé une technologie qui permet de faire voyager quelqu'un dans le rêve de quelqu'un d'autre. Et
on se sert de cette technologie pour soigner les traumatisés et les malades psychologiques. Le concept du film, c'est qu'on capture très rapidement dans le début du film un psychopathe. On va rentrer dans la tête du psychopathe pour essayer de trouver des indices. Et donc du coup, on se retrouve dans un espèce de rêve qui se mélange peu à peu à un espèce de Silent Hill, et où on a des visions qui sont très colorées, très diverses, et en même temps avec des symboliques glauques qui vont très loin. Et on se retrouve plongé dans un univers fantasmé du serial killer, du psychopathe, où on découvre un petit peu ce qu'il a enduré, ce qu'il a vécu, donc son côté victime, et en même temps son côté bourreau et criminel. Et comme tout ça se mélange via des visions qui sont plus ou moins abouties, on a vraiment un univers visuel qui est très riche et des propositions de cinéma qui sont vraiment inhabituelles. C'est un univers qui mérite d'être découvert du point de vue visuel. C'est essentiellement le visuel qui fait, je pense, l'importance du film. Il y a un aspect symbolique extrêmement fort dans ce film, mais je trouve que c'est finalement, s'il y a énormément de symboles, la dualité, les petites choses qu'ils mettent en place, c'est pas particulièrement quelque chose que je trouve très riche et très développé. Les personnages des policiers sont tout à fait lambda, ce sont presque des clichés à leur manière. Mais le résultat donne un film visuel inhabituellement riche. C'est un espèce de Matrix avec un univers qui serait complètement perverti. Et donc, clairement quelque chose à découvrir. Je vais aussi parler du film Dream System. Dream System est un film qui est sorti dans les années 90 et c'est un film qui va développer un espèce d'univers post-apocalyptique où les survivants se sont enfermés dans un espèce de complexe où ils sont là dans ce complexe seulement pour survivre et du coup pour occuper leur quotidien, ils ont seulement de quoi se nourrir et ils se branchent à un espèce de réseau neuronal dans lesquels ils peuvent s'évader dans des rêves, dans un univers qui est dans leur tête, et donc occuper leur temps par l'exploration constante de leur univers, de leur moi intérieur, et ainsi de suite. C'est un espèce clairement de Matrix assumé qui occupe les gens parce que tout simplement il faut attendre que la Terre puisse être repeuplée. Elle est radioactive et on est incapable d'y retourner. Mais on a une héroïne qui rejette ce système, qui dit que le système ment, qui pense que le système ment, et qui sont tout simplement en train d'être prisonniers à l'intérieur d'un système gigantesque. En fait, tout simplement, le discours de Matrix. Et il se passe un événement qui entraîne son bannissement et où elle se retrouve donc à l'extérieur. Et on va découvrir la façon qu'elle a de survivre et la découverte finalement de l'univers à l'extérieur qui est peuplé d'anciens humains qui sont devenus des espèces de mutants complètement dégénérés, qui sont devenus cannibales et qui vivent d'une certaine façon. Et au fur et à mesure de son parcours, qui va régulièrement aller un petit peu de mal en pire, car il y a régulièrement des événements qui vont aggraver sa situation, elle va découvrir une espèce de proto-religion au sein des mutants, proto-religion qui, elle va le découvrir, est instaurée par son père qui, lui aussi, aurait quitté le système neuronal. Et donc qu'elle retrouverait à l'extérieur. Et je vais essayer de ne pas spoiler ce film parce que la fin est symptomatique. En fait, la fin donne tout le sens du film. Sinon, c'est un film bis qui est assez gore,
qui va proposer beaucoup de visions d'horreur et des visions d'horreur qui sont quand même assez pessimistes. Et ce pessimisme est au cœur même de l'intrigue. En fait, c'est un film qui parle de l'incapacité pour certaines personnes de concevoir la réalité comme autre chose que de la douleur et de la frustration. C'est un film sur la torture autocentrée de certains individus qui ont besoin de souffrir pour supporter la réalité, pour se dire que c'est réellement la réalité, ils souffrent. En fait, c'est une espèce de détournement de la réalité. C'est un film qui est clairement conformiste. C'est un film qui est clairement, au final, on pourrait le définir comme un film conformiste, puisqu'il il va mettre finalement en relief la capacité de certains individus à toujours vouloir aggraver la situation et à finalement, d'une certaine façon, chercher leur autodestruction dans la réalité. Et pour ça, c'est un film qui a une approche très cauchemardesque de la réalité et qui propose quelque chose de vraiment inhabituel par rapport à ça. Là, je propose vraiment ce film par rapport à la réflexion qu'il essaye de mettre en place. Parce que sinon, dans la forme, c'est pas un film qui va être très riche en vision onirique. C'est pas un film qui va se baser d'ailleurs sur un aspect qui est onirique, mais sur un aspect qui va être plutôt réaliste dans le cadre d'une série B post-apocalyptique. Et cette approche qui va pas être vraiment très esthétique, mais qui va plutôt être dans le fond, dans le message, ça donne un côté inhabituellement ambitieux à ce qui devrait être à la base seulement un film bis. Et ça, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce film et qui mérite clairement d'être découvert pour peu qu'on accepte de voir un petit film d'horreur qui va essayer de développer un concept qu'on ne va pas voir venir. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Je vais aussi parler de The Lovely Bones. The Lovely Bones est un film de Peter Jackson qui n'a pas très bien marché, ça a été plutôt un échec commercial, où on va suivre un peu une jeune fille qui peu à peu dont la route va croiser un psychopathe. Et c'est plus un film qui va être sur finalement l'après-vie et les liens entre l'après-vie, puisque c'est de là que vient le titre un petit peu. Ça va poser un jeu constant entre le réel où les personnages vont devoir faire face à certains événements et les liens qu'il va y avoir entre ce monde réel et le monde des âmes où il y a de très minces interactions qui sont possibles et qui peuvent poser des émotions et des sentiments. Et le film va essayer de jouer constamment avec cette espèce de petite frontière entre la réalité et une version onirique de la réalité, une version symbolique de la réalité, en jouant un petit peu avec une esthétique qui va être à la fois dans le merveilleux et dans l'horreur. C'est en ça que le film a peut-être un petit peu déboussolé les gens, parce que c'est pas un film qui est grand public. C'est un film qui peut partir dans le glauque et qui peut après, quelques minutes après, peut repartir dans des visions qui sont très belles et très esthétisées. Et repartir dans le glauque un peu après. Donc, il a un petit peu déboussolé les gens au niveau de ce qu'il proposait. C'est un mélange des genres également. Un mélange des genres qu'on n'a pas vu venir. Et si on sent qu'il y a un talent de mise en scène et vraiment beaucoup de détails, c'est un film qui a moyennement convaincu. Personnellement, je le recommande parce que il propose quelque chose qui est inhabituel. J'ai préféré d'autres films qui utilisent un petit peu la formule qu'il propose, à savoir le dialogue entre le monde des morts et des vivants. Je vais en parler dans les rêves pour adultes. Mais déjà, il y a une version... le rêve côtoie le cauchemar avec la réalité au milieu,
qui donne un peu une vision du monde qui est douce amère et qui pose quand même un certain cocktail d'émotions qui a de quoi un petit peu toucher et intéresser. C'est un film qui se veut sincère et qui essaye vraiment de proposer quelque chose avec une esthétique qui est aboutie. Et de point de vue de l'esthétique, le film est plutôt correct. Il fonctionne très bien en tout cas. Donc, clairement un petit truc à redécouvrir. Contrairement à un film comme Sucker Punch, qui lui aussi est un film qui pourrait se voir comme une version onirique, une version en film d'action du rêve, mais qui lui a un gros problème de concept à la base. C'est de toute façon malheureusement quelque chose qu'on est en train de constater avec Zack Snyder. Quand c'est lui qui fait le scénario, généralement ça marche pas, il y a un problème. Dans Sucker Punch, le problème en fait c'est qu'il essaye de justifier une double lecture du film qui serait beaucoup plus glauque que ce qu'il montre, mais si tu veux faire un film glauque, il faut mettre de la glauquerie, parce que finalement c'est les problèmes et les situations que traversent réellement les personnages qui vont nous faire ressentir de l'émotion à leur sujet. C'est pas de mettre en perspective les situations avec une seconde lecture qui va les complexifier en fait. Quand tu as assumé de faire un film d'action où tu nous montres des actrices qui n'arrêtent pas de montrer leur forme constamment et qui font d'énormes scènes d'action pour telle ou telle partie de leur plan, bah tu nous as pas montré ce qu'elles vivaient réellement, et à aucun moment tu as voulu nous montrer ce qu'elles vivaient réellement, parce que oui c'est trop glauque alors elles fuient la réalité et tout ça. Oui mais du coup ton film, il n'a pas développé de langage émotionnel. Il a développé un langage de film d'action, et après tu essayes de nous dire que c'est l'émotion qui était importante. Ben non, ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Et c'est ce qui fait que Sucker Punch est un énorme gâchis de moyens, avec des univers qui seraient potentiellement sympathiques à explorer, mais qui, en l'occurrence, ne fonctionnent pas en tant que tels. Donc, dans un contexte, le rêve qui côtoie une réalité glauque, préférez The Lovely Bones, qui est clairement un truc qui fonctionne mieux que Sucker Punch. Je vais terminer sur l'opposition Inception et Paprika, qui sont deux films qui traitent donc d'une technologie qui permet d'aller dans les rêves et qui vont l'utiliser d'une façon différente. Inception va l'utiliser en mettant en place le concept que cette technologie est utilisée par des espèces d'escrocs, en tout cas de manipulateurs de rêves, qui vont profiter de cette technologie pour insérer des idées dans la tête des gens à leur insu. Et ils se font payer pour ça. C'est un film qui pose des codes pendant sa première heure et qui va jouer avec ces codes pendant l'heure et demie qui va suivre. Alors que Paprika est un film qui va beaucoup plus jouer sur le dépaysement et le fait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on découvre d'abord la technologie des décémini qui permet d'aller dans les rêves, et plus on va avancer dans le film, plus le rêve va contaminer la réalité, et finalement la cohérence du film se perd peu à peu dans un rêve cauchemardesque qui va se répandre peu à peu dans le monde. Les deux approches sont très différentes. Inception est très codifié, il est très ancré dans un réel et il va se mettre à jouer avec les codes du réel pour faire un film qui va être essentiellement du suspense et de l'action. Paprika est lui aussi un espèce de thriller, mais un thriller qui va devenir peu à peu surréaliste et qui va laisser son concept le dépasser et occuper complètement le film. C'est un film de Satoshi Kon. Comme c'est un cinéaste qui était absolument fasciné par la schizophrénie et les personnages qui étaient un peu fous, la folie contagieuse, ça devient un film où le rêve, les fantasmes contaminent la réalité. Les deux approches sont très différentes. Personnellement, je n'aime pas particulièrement Inception. C'est un film qui est très précis formellement et qui sait ce qu'il veut faire, mais dans lequel je me suis un peu ennuyé et que je trouve
qui je trouve n'est pas particulièrement marquant. Il y a une esthétique, il y a quelques figures de fractales avec les rues qui se plient, etc., qui ont marqué. Mais clairement, ce n'est pas un film que j'ai trouvé vraiment marquant. C'est un film dont j'oublie régulièrement de grosses parties. Et ce qui n'est pas le cas de Paprika. Paprika, qui lui est un espèce de film où le concept est là aussi marquant, mais qui a une esthétique qui est vraiment un peu plus propre à lui, et où on a des personnages qui, certes, s'ils ne sont pas toujours cohérents, proposent quelque chose d'inhabituel sur le rêve, et vont laisser finalement le rêve contaminer le récit, et le récit partir peu à peu dans des directions qui vont être un peu incroyables. Et si ça devient un film qui devient très japonais dans son espèce de côté hystérique d'une certaine façon, ça devient aussi un film très riche qui joue avec le cinéma, avec les codes, et qui va essayer d'en offrir beaucoup à son spectateur. Et donc je conseille de découvrir Paprika. C'est vraiment un film qui mérite d'être découvert, qui est revenu un petit peu de toute façon sur le devant de la scène justement avec Inception, où beaucoup de comparaisons ont été faites avec lui. Et comme c'est une vision différente d'Inception, c'est quelque chose à découvrir. Je me permets d'utiliser Paprika dès lors pour passer dans le contexte des rêves pour adultes. Pour les rêves pour adultes, on a des univers qui vont être plutôt riches. Je pourrais parler d'un film comme The Fall, qui est du même réalisateur donc que The Cell, donc de Tarsem. Mais The Fall, pour moi, est un film qui est raté. Émotionnellement, en fait, c'est un film qui essaye de créer de l'émotion, mais c'est un film où j'ai trouvé que les jeux d'acteurs étaient vraiment très très plats, très peu expressifs, et l'aspect conte qui reflète un petit peu la vie, en fait, c'est un conte qui n'aura pas grand-chose à dire. Et derrière la magnificence des images, vraiment, c'est un film qui a mis plusieurs années à être tourné, on sent pourquoi. Les décors et la mise en scène sont magnifiques, mais le film ressemble vraiment à une coquille vide où seulement le style permet au film d'exister. C'est un parti pris, il y a des films dont le style offre vraiment une richesse qui mérite la découverte, et c'est pas la première fois que je citerai des films qui méritent d'être découverts juste pour leur style visuel, mais The Fall a vraiment pour moi cet écueil du film joli, un peu gratuit, où les émotions ne fonctionnent pas, et comme le cinéma est avant tout de l'émotion, c'est un peu problématique. Les personnages sont pas si intéressants que ça, et comme il n'y a pas beaucoup d'émotions, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça me permet de basculer alors sur le cinéma de Michel Gondry, et plus précisément Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est un parti pris de mise en scène de donner un côté éthéré et onirique à la réalité. C'est un style qui est devenu typique de Michel Gondry, dont il a essayé de faire plusieurs essais, la science des rêves aussi par exemple. Et avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry a voulu, en parlant en fait des souvenirs, et avec la technologie qui permet d'effacer les souvenirs pour éviter de souffrir, va partir dans un espèce de discours sur la prédestination amoureuse. Et ce discours sur la prédestination va être l'occasion de repartir dans les souvenirs, de revivre les souvenirs d'une certaine façon, et d'avoir une mise en scène qui régulièrement va insister sur certains détails, y compris par moments repartir dans une esthétique un petit peu de cauchemar. C'est un film qui est visuellement très riche en différentes ambiances, et qui va essayer de jouer beaucoup sur les émotions. Et de ce point de vue-là, Jim Carrey livre une performance qui est intéressante. Pour moi en tout cas, c'est cette esthétique de l'onirisme du quotidien qui rend le cinéma de Michel Gondry
intéressant. Et ce serait plutôt sous cet angle que je recommanderais Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je suis pas d'accord dans la réalité évidemment avec le langage avec ce discours sur la prédestination. Pour moi, c'est une vision qui est romantique et poétique de la réalité. C'est une vision qui est là pour mettre un petit peu de baume au cœur, pour créer de l'émotion, pour faire réagir les gens avec le concept. Mais visuellement, je trouve que le film propose un univers qui est inhabituel et pour ça, c'est quelque chose qui mérite d'être découvert, clairement. Et donc, même si je ne suis pas très fan de ce film, c'est un film qui développe une esthétique inhabituelle et qui, à ce titre, mérite clairement d'être découvert en tant que tel. Nous allons parler aussi du cinéma de Jean-Pierre Jeunet, que ce soit pour un film comme Délicatessen et un peu plus dans ce cas-là, La Cité des Enfants Perdus. Alors, La Cité des Enfants Perdus est un film qui ne fait pas tant que ça l'unanimité. Visuellement, je trouve que c'est un film qui est absolument fantastique, qui propose des choses vraiment très inhabituelles, mais c'est un film qui a un rythme particulier, qui a des personnages qui sont pathos ou un peu caricaturaux d'une certaine façon, et du coup, ce n'est pas un film qui fait l'unanimité, mais esthétiquement, c'est un film qui est vraiment très symptomatique de l'univers de Jean-Pierre Jeunet, qui est un univers qui est très visuel, très kitsch. Là aussi, entre le rêve et le cauchemar, Amélie Poulain était là aussi dans cette espèce de démarche d'émerveillement de la réalité, avec un style qui est léger et qui est en même temps très émotionnel, avec des aspects symboliques. Et comme c'est un cinéma qui n'appartient qu'à lui, avec ce kitsch très particulier qu'il a développé au fur et à mesure de ses projets, clairement, c'est un cinéaste qui a façonné un imaginaire, qui a vraiment développé un univers au fur et à mesure de sa filmographie. Et si on a envie d'en avoir, je pense, un échantillon qui est clairement représentatif, surtout du point de vue esthétique, je ne parlerai pas du point de vue thématique, même si du point de vue thématique, je trouve qu'il y a une richesse dans La Cité des Enfants Perdus, que l'aspect un petit peu cirque du futur pose aussi un contexte émotionnel qui, moi, m'a parlé, qui fonctionne d'une certaine façon. L'esthétique de La Cité des Enfants Perdus est quand même particulièrement aboutie dans ce film. C'est un film qui est kitsch, donc c'est un film qui vous permettra de trancher au niveau de vos goûts si vous aimez ce type d'esthétique ou pas. C'est quelque chose qui se fait... C'est un film qui est fait d'une façon un peu radicale du point de vue de l'esthétique et du point de vue après de l'univers, mais ça, c'est vous qui verrez si vous appréciez ce type de vision ou pas. Moi, j'ai apprécié ce type de vision, même si la surperformance de Dominique Pignon pour certaines choses n'a pas été quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, mais pour le reste, c'est clairement un film qui est riche, je trouve, et qui mérite d'être découvert. Je vais parler aussi de Au-delà de nos rêves. Au-delà de nos rêves est un film qui là aussi a pour star Robin Williams et qui va jouer entre le monde des morts et le monde des vivants. Et le monde des morts va partir d'abord de visions qui sont idylliques d'une certaine façon et qui peu à peu va partir vers un univers beaucoup plus sombre. Et c'est un langage qui est extrêmement émotionnel qui est développé dans ce film, à savoir que il existe un monde des morts. Le film va parler un petit peu d'abord du deuil en montrant une famille idyllique dans un cadre idyllique qui est touché par un événement traumatisant, la mort d'un enfant. Et alors que les personnages essayent de se reconstruire, il y a un nouvel accident qui arrive et on va suivre donc Robin Williams qui meurt assez vite dans le film
et dont on va suivre finalement le parcours dans l'après-vie. Et on se rend compte, le concept du film, c'est que l'après-vie dépend de la nature émotionnelle même des individus, de leur créativité, de leur richesse intérieure. Et on a des individus qui, avec la joie de vivre, tout simplement finissent sont eux-mêmes les artisans de leur propre bonheur dans l'après-vie. Et on a une mise en parallèle de Robin Williams dans son après-vie, qui vit dans une après-vie idéalisée et qui constate peu à peu que sa femme s'autodétruit dans la réalité, qu'elle part dans la dépression et qui lui aussi va partir dans la dépression et dont l'univers va se corrompre petit à petit, se corrompre au point de vouloir en fait se mettre en phase avec sa femme et d'aller essayer de la sauver, de l'aider à faire son deuil qui est en train de la détruire. C'est un film qu'on pourrait qualifier de grosse madeleine parce que c'est un film qui déborde d'émotions qui sont extrêmement sincères, parfois au niveau de la naïveté, parce que c'est un film qui aussi fait parfois de l'émotion qui peut sembler gratuite. C'est un film qui d'un coup part dans une tristesse énorme, puis qui d'un coup essaye de partir dans une joie de vivre fantastique. C'est un film qui essaye de faire un peu des grands huit émotionnels, et c'est quelque chose qui peut sembler fatigant, ou tout simplement jusqu'au point de tout simplement plus être touché, parce que le film essaye de trop nous solliciter émotionnellement. Mais tout se base en grande partie sur la performance de Robin Williams. Et Robin Williams dans ce film est au sommet un petit peu du cinéma qu'il apprécie de faire, à savoir un cinéma qui est très tourné vers les émotions. Le cinéma touchant où il essaye de parler aux gens et de les toucher émotionnellement. Et la sincérité de l'acteur est telle que je ne pense pas qu'on puisse remettre en cause la sincérité du film. Il y a des concepts un petit peu bizarres, comme voilà, le personnage du mentor un petit peu de Robin Williams dans l'après-vie, ce qui est un personnage un peu étrange, qui je trouve n'a pas forcément besoin d'être là. En fait, il est là pour nous expliquer un petit peu les règles de l'univers, mais c'est pas... je trouve pas ça particulièrement utile. Ça fait un peu le sidekick, quoi. Mais l'univers propose vraiment quelque chose d'intéressant, d'inhabituel et une richesse visuelle qui est rare dans un film comme ça. Les effets spéciaux, surtout vers la fin, ne sont pas toujours à la hauteur, mais l'univers visuel, la richesse visuelle et la richesse émotionnelle de ce film le montrent clairement comme un film précieux et un film qui mériterait d'être redécouvert, surtout depuis la mort de Robin Williams. Je vais aussi parler du Baron de Munchausen, autant l'adaptation de Karel Zeman que celle de Terry Gilliam, mais surtout celle de Terry Gilliam que j'ai découvert en premier en fait. Ces deux versions racontent les mêmes aventures du personnage du Baron de Munchausen, qui est une légende allemande, un baron qui va battre le sultan des Turcs alors que ces derniers sont en train d'assiéger la ville dans laquelle ils se trouvent, et dont on va suivre les différentes pérégrinations qui vont aller dans plusieurs anecdotes, qui vont partir dans plusieurs anecdotes symboliques avec des personnages hauts en couleur que nous allons suivre dans leurs différentes aventures. Les deux films développent chacun des esthétiques du rêve d'une façon différente. Celui de Karel Zeman est vraiment basé sur l'exotisme, sur cette vision qui fait plus partie du passé aujourd'hui, mais qui du coup fonctionne assez bien dans un point de vue nostalgique, de l'Orient plein de mystères, de l'occidental sans peur et conquérant, de la lune sur laquelle on peut marcher et se servir une coupe de champagne.
Le film de Karel Zeman est basé davantage sur une espèce de nostalgie, et c'est clairement aussi un hommage à Jules Verne qui est fait au travers des décors. Il y a toute une esthétique de la gravure qui se développe dans ce film, et de la gravure avec cet exotisme. Et de ce point de vue-là, c'est un film qui propose une esthétique inhabituelle pour son époque et qui propose des choses vraiment magnifiques. De son côté, l'adaptation de Terry Gilliam est un film fleuve de plus de 2 heures, un film d'aventure qui est très long, qui est bourré de rebondissements et bourré d'esthétiques différentes qui font allusion aux œuvres qui rendent hommage à l'Antiquité, aux peintures, à l'univers infernal, avec des villes fantômes complètement mortes qui sont sur la Lune, avec le roi de la Lune, qui est joué par Robin Williams, là aussi. Et il y a un débordement d'idées, une générosité si incroyable dans ce film, qui n'a pas marché pourtant à son époque. C'est un film d'aventure qui serait peut-être le film d'aventure ultime, et en même temps un des films les plus développés sur l'univers du rêve. Car au final, si Terry Gilliam a incorporé sa thématique du type qui raconte des histoires pour fantasmer une réalité dans laquelle il essaye d'être un héros mais il n'y arrive pas, ou il en est incapable, d'une certaine façon, il en est incapable en tout cas au début, mais il préfère fantasmer la réalité, le fantasme de la réalité. Le baron de Munchausen est un maître étalon du genre et une référence incontournable de ce genre de film. C'est d'une beauté fantastique à tous les plans et ça mérite clairement d'être découvert. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un des films que je recommande le plus dans tout ce que j'ai abordé. Je terminerai cette partie sur le rêve par l'aspect qui va partir un peu plus sur le fantasme avec le cinéma de Bertrand Mandico. Je pourrais vous parler évidemment de son long métrage Les Garçons Sauvages, qui pour moi part plus dans le rêve à partir du moment où les garçons arrivent sur l'île des plaisirs qu'on va se mettre à découvrir, et où du coup cette île va receler des plantes ou des choses, des détails plus ou moins lubriques qui vont partir dans la sensualité, l'érotisme, le sexe. Il y a beaucoup de thématiques qui tournent autour de l'homosexualité et de la féminité également. Mais ce serait plutôt avec les courts-métrages de ce réalisateur que je défendrai l'univers du rêve, à savoir le court-métrage Extasius et un de ses derniers gros courts-métrages, à savoir Ultra Pulp. Ultra Pulp est un court-métrage qui va se focaliser beaucoup sur la mise en scène des fantasmes d'une réalisatrice qui fantasme clairement sur une de ses actrices et sur même plusieurs de ses actrices qu'elle utilise au fur et à mesure de ses projets. Et ce genre et alors que les fantasmes de ces personnages, des fantasmes qui sont lesbiens, qui sont homosexuels, qui sont hétéros, cette espèce d'explosion des plaisirs divers vont rentrer en résonance avec quelques figures symboliques que Bertrand Mandico met en place, et surtout son esthétique très kitsch, très colorée de ces univers qui vont rendre hommage à du cinéma de science-fiction en partant dans des décors de planètes, en partant dans des univers qui font un peu des hommages à la pop culture. Tout cet univers de références cinématographiques, d'esthétique très léchée et de mélange des fantasmes aboutit à un cinéma qui n'appartient qu'à Bertrand Mandico. Et ces films finalement sont ce qui font un peu l'essence de son cinéma. Extasius
contient des images que j'ai trouvées vraiment formidables en termes d'esthétique, que ce soit dans l'hommage en fait aux œuvres pulp, à la Barbarella par exemple, à la Flash Gordon. C'est un hommage à ce genre d'œuvre-là, où on a un espèce de créateur très patriarcal et qui pourtant revendique sa féminité régulièrement, qui est un personnage qui est ambigu, qui vit en fait la révolution sexuelle et la met en scène d'une certaine façon dans des œuvres où on a une femme forte qui a une épée, etc. Et dont on va suivre les pérégrinations dans un univers visuel qui est là aussi tourné vers l'épanouissement sexuel, très tourné vers l'épanouissement sexuel. Bertrand Mandico adore parler de cul constamment. Et Extasius va jouer un petit peu avec les codes de cet univers et va modifier l'essence même de cet univers au fur et à mesure que le film avance, en proposant des nouveautés. Et le fait qu'il joue aussi beaucoup entre une esthétique du noir et blanc et une esthétique de la couleur chatoyante et chaude, ça donne au film, à ce court-métrage, une atmosphère qui est extrêmement plaisante. Et pour ça, clairement, le cinéma de Bertrand Mandico est un cinéma qui est précieux et qui mérite d'être découvert. On peut discuter un petit peu de l'intérêt de cet univers, de cette régression parfois vers les paraphilies ou ou tout simplement un petit peu l'aspect moral de cet assouvissement tout simplement de toutes les pulsions. Mais c'est pas un cinéma qui s'intellectualise, c'est un cinéma qui se retrouve dans cette mouvance qui est proche des LGBT et de l'assouvissement des plaisirs, mais il s'y retrouve pas par idéologie, mais tout simplement par sincérité et par essence même du style. C'est un cinéma du fantasme, et comme c'est un cinéma du fantasme, c'est un cinéma qui ne va pas se contrôler dans ses visions et qui va mettre en scène toujours d'une façon effusive et donc émotionnelle les comportements et les personnages qu'il met en place. Et ça, donc, c'est ce qui fait l'essence de Bertrand Mandico et de son cinéma, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce cinéma et de la découverte à faire de ce cinéma. Cette sélection est maintenant terminée. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée et j'espère que vous avez fait quelques découvertes dans les différents films que j'ai cités. Il y a d'autres films sur l'onirisme. Je n'ai pas parlé par exemple du récent Come True qui propose des scènes en noir et blanc de rêves qui sont intéressantes. Mais il y a beaucoup de films qui traitent du rêve et très sincèrement, dans ce que j'ai vu, je pense avoir cité ceux qui m'ont marqué davantage en tant qu'œuvre. Et ceux où le décalage entre la réalité et les fantasmes des personnages sont les plus parlants et les plus intéressants. Toutefois, comme je l'avais déjà annoncé, je vais faire des formats de vidéos qui vont être plus petits et donc je ferai peut-être plusieurs formats si je trouve de nouvelles matières à exploiter dans des choses soit que j'ai déjà dites, soit des thématiques que je vais encore développer. J'ai quelques idées pour la suite, je suis en train de préparer les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes découvertes. Encore une fois, n'hésitez pas à parler de des films qui vous auraient intéressé ou qui, selon vous, mériteraient d'être traités au niveau de l'onirisme. Cette sélection est faite. Maintenant, nous verrons pour les prochaines. D'ici là, portez-vous bien, bonne année 2022 et si vous ne pouvez pas sortir à cause du pass vaccinal, au moins vous aurez de quoi vous cultiver. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.